Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver, bienvenue dans M. Alors ce soir, on va se pencher sur nos soins de santé. Comme tous les 3 ans, le Centre d'expertise des soins de santé réalise un check-up du système en place chez nous et comparé évidemment à nos voisins européens. Ça tourne aussi à Bruxelles, 331 tournages l'année dernière dans notre capitale. On va analyser le succès de Bruxelles au cinéma. Mais avant cela, zoom sur une profession qu'on a tous été amenés à fréquenter, puisque au moins lorsque nous étions enfants, c'est celle de directeur d'école. On en parle avec Benoît Fontaine de la Fondation Roi Baudouin. Bonsoir. Bonsoir. Et avec Carole Denet, vous êtes directrice, vous, d'une école primaire à la ville, sur Bruxelles, du côté du quartier nord, l'école Saint-Roch. Alors, on parle évidemment des directeurs d'école dans le cadre en fait d'un projet qui a été mené par la Fondation Roi Baudouin qui s'appelle Coaching des directions d'école. Il a été lancé en 2014. Pourquoi avoir lancé ce projet-là autour des directeurs en particulier ? C'est vrai que quand on regarde l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, les constats sont un peu alarmants. Donc c'est un système qui est assez peu performant. Les résultats au test PISA, qui sont les études de l'OCDE chaque année, ça effraie tout le monde. Ne sont pas toujours très glorieux. C'est en dessous de la moyenne des pays qui sont nos pays voisins et les pays de l'OCDE. Et aussi, il y a un problème d'équité. Donc, c'est-à-dire que plus vos parents ont un diplôme élevé ou bien plus ils ont un emploi élevé, plus vous avez de chances de réussir. Et donc, l'ascenseur social un peu en Belgique est en panne. Alors, face à ces constats, il y a 2 leviers importants pour améliorer l'enseignement. Premièrement, c'est bien sûr la qualité des enseignants, ça c'est sûr. Et donc là, il y a des réformes qui sont en cours, il y a des travaux qui sont en cours à ce niveau-là. Il y a 100 000 enseignants. Voilà. Oui, on parle de revaloriser aussi. Revaloriser le métier d'enseignant, certainement. Et puis aussi peut-être améliorer encore la formation. Passer la formation à 5 ans. On est un des derniers pays avec une formation à 3 ans pour certaines parties des enseignants. Et puis à côté de ça, c'est certainement d'avoir des directeurs de qualité, des directeurs et des directrices de qualité, parce que finalement, ils jouent un rôle très important, même en fait sur les résultats des élèves. Donc il y a des études qui montrent que entre un directeur très actif, qui encourage le développement de ses professeurs et qui joue vraiment le rôle de coach et d'animateur d'équipe, et celui qui ne le fait pas, ça a un impact sur les résultats des élèves. Alors on s'est dit, en fait, comme pour toute organisation, une école a besoin d'une gestion des ressources humaines qui soit une gestion professionnelle, où on travaille ensemble, où le professeur n'est pas tout seul dans sa classe, puis une fois on ferme la porte, il n'y a plus de travail collectif. Et ça, c'est vraiment le message principal. Oui, je vous vois acquiescer, Carole Denet, vous êtes donc directrice de l'école Saint-Roch. Vous sentez, vous, ce rôle crucial que vous jouez par rapport aux élèves et à la réussite aussi des élèves ? Tout à fait, parce que je pense que ce rôle-là permet aux enseignants d'être reconnus. Quand on est reconnu, on travaille encore mieux et ça se fait de manière beaucoup plus agréable que quand on est tout seul enfermé dans sa classe. C'est clair. Alors, on va expliquer peut-être la situation un petit peu particulière de l'école Saint-Roch. Donc, vous êtes du côté du quartier nord, avenue de l'Héliport, oui. Et vous êtes classé en classe 1 oui. Par rapport au quartier, en fait. À l'indice socio-économique que les élèves qui fréquentent mon établissement ont reçu de manière, c'est une étude universitaire qui donne cet indice socio-économique. Donc c'est une école qui accueille des enfants très défavorisés. Et peut-être que là encore, c'est plus précieux encore d'avoir un bon directeur d'école quand on est face à un public d'enfants plus défavorisés. Mais c'est-à-dire que si on veut que les enseignants restent debout, il y a intérêt à être près d'eux, parce que c'est pas évident, que ce soit dans le milieu de mon école, mais dans d'autres écoles aussi, c'est pas évident de faire leur travail sans être, aidés, parce qu'il y a des moments qui sont très difficiles. Vous sentez aussi un peu coach au quotidien, les motiver, les remotiver peut-être parfois si c'est nécessaire. Oui, tout à fait. Alors, peut-être un mot qui ressort très fort du rapport de la Fondation Roi Baudouin, c'est leadership et leadership pédagogique. Alors, on va expliquer évidemment ce que ça veut dire. Donc, effectivement, le directeur doit à la fois être le chef d'équipe des enseignants, comme on vient de le dire, mais aussi pouvoir être ce leadership pédagogique. Donc, c'est mener à bien le projet pédagogique. Il faut vraiment... Donc, quand on a des publics qui sont des plus précarisés, il faut constamment... il faut innover, il faut chercher des solutions pour impliquer les parents. Très important d'impliquer les parents. Et pour essayer de garder le lien à la maison et pour essayer d'amener tout le monde et pas uniquement les meilleurs à bon port.
Et donc, ça demande aussi des temps de réflexion collective. Et donc c'est un des éléments qui a été pointé, que la Fondation n'a pas fait ce travail tout seul, c'est avec un comité d'accompagnement où les réseaux, qui ont quand même un poids très important dans l'enseignement, le réseau catholique, le réseau des communes et des provinces, l'enseignement officiel, ont vraiment été derrière, et les syndicats. Et tout le monde était là pour dire, mais il faut que chaque semaine, il y ait des moments collectifs de discussion entre professeurs, animés par la direction, pour vraiment créer une vision commune. Et trouver ensemble des méthodes en termes de remédiation, par exemple. Et c'est parfois des essais-erreurs, c'est pas simple. Il faut faire face, par exemple, à Bruxelles, à des publics. Pour le moment, c'est bien simplement pas mal de Syriens qui arrivent. Avant, c'était les Afghans. C'est pas facile de digérer tout ça et sans être totalement épuisé par. Justement, Carole Denet, vous avez le temps, vous, avec votre équipe, de réfléchir aux projets pédagogiques ou aux solutions que vous pouvez apporter pour tel ou tel élève? Mais c'est-à-dire que les premières années, j'étais un petit peu... je me laissais engluer par... Ça fait combien de temps que vous êtes directeur? 17 ans. 17 ans, voilà. Wow. Englué par tout ce qui était travail administratif, les contrôles, etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas l'essentiel. Et donc, depuis 2-3 ans, ça c'est vraiment ma priorité. Et je dois dire que je vois déjà des effets positifs par rapport à ça, des moments de rencontres, de partage surtout. Mais est-ce que ça se fait au détriment alors d'un travail plus administratif? Parce que c'est ça qui ressort aussi du rapport, c'est que finalement les directeurs sont perdus dans une marée administrative, on leur demande de plus en plus et qu'ils n'ont pas assez de temps ou pas assez de moyens pour pouvoir réfléchir au côté plus pédagogique qui est l'essence même du Tout à fait, mais je pense que ma journée ne se termine pas à 15h30 et que quand c'est le moment avec les enseignants, c'est pendant la journée, qu'il faut reconnaître que souvent, les journées sont plus longues et les soirées aussi, mais bon, c'est un choix. Mais si je pouvais avoir mes soirées qui sont épargnées, je serais ravie. Mais voilà. Justement, à ce qui ressort du rapport Benoît Fontaine, c'est que ces directeurs d'école, ils manquent quand même de moyens pour arriver à mener à bien ce... Disons, au niveau administratif, parfois, on voit il y a quand même une différence entre le fondamental et le secondaire. Oui. Dans l'enseignement fondamental, la situation est encore plus difficile, dans la mesure où dans l'enseignement secondaire, souvent vous avez un sous-directeur, un économe, une assistante en fonction du nombre d'élèves, ce qu'il n'y a pas en généralement dans l'enseignement fondamental. Mais par hasard, on a écouté beaucoup de directeurs d'école, et ce qu'ils nous disent tous, c'est au fond le premier levier. Si on voulait donner un message aux hommes politiques et aux réseaux qui doivent décider, ce serait de dire, lors des 2 premières années d'entrée en fonction, aidez-nous un maximum, parce que c'est là que c'est le plus dur. Et c'est parfois des choses qui ne coûtent pas forcément très cher, c'est du parrainage entre pairs, c'est aussi au niveau de la formation initiale des directeurs, mettre beaucoup plus l'accent sur des compétences humaines et sur des compétences de communication et relationnelles, aussi lors de la sélection des directeurs. Oui, c'est ça. Par rapport à la sélection, la formation, il faut revaloriser et peut-être mieux former les directeurs d'école. Mettre vraiment l'accent, c'est vrai que l'administratif est important, mais in fine, les directeurs disent, même si ça prend du temps, on trouvera de l'aide. On téléphonera au réseau, on téléphonera à la commune, on téléphonera à un autre directeur d'école, on y arrivera. Par contre, gérer des conflits et des tensions, c'est difficile de trouver de l'aide, il faut parler avec les pairs, etc. Mais avoir cette dans la formation initiale, insister, alors que pour le moment c'est une formation de 120 heures. Et il y a 30 heures sur le relationnel, et il semblerait que personne ne rate le module relationnel. Or, quand on parle avec les directeurs, ils disent tous, mais c'est la partie la plus difficile, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ils ont peut-être envie de jeter l'éponge. Et qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est de gérer justement le relationnel avec les enseignants, avec les enfants, les parents? Mais je pense que ça dépend du caractère d'un directeur ou d'un autre. Moi, personnellement, je n'ai pas de gros problèmes de gestion d'équipe. Par contre, au niveau des enfants, c'est très difficile parce qu'on est là avec des enfants qui ne parlent pas le français, qui n'ont pas les mêmes codes que nous, qui ont parfois des histoires terribles, et tout ça se retrouve dans un cours de récréation. On n'a pas d'éducateur. Oui. Donc, quelqu'un qui pourrait prendre le temps de parler avec la famille, avec l'enfant, on n'a pas. Alors, on se débrouille. Oui, alors la direction, on fait ça. Okay. Voilà. C'est la directrice alors qui doit assumer ce rôle-là aussi, en plus. Et ce qui ressort également, c'est le relationnel avec les enseignants, entre directeurs et enseignants. Il y a des demandes qui existent pour que les enseignants puissent s'impliquer un peu plus, et peut-être hors des heures de classe.
Alors ça, c'est un point qui a été fort débattu avec le comité. Donc tout le monde dit que c'est vraiment très important qu'il y ait des heures. Donc en dehors des heures de classe, après on ne part pas directement à la maison, hein, qu'on reste dans l'enceinte de l'école pour pouvoir organiser des réunions d'équipe. Maintenant, est-ce que ça doit être des heures en plus ou des heures comprises dans la charge de travail actuelle? Là, c'est vrai que du côté soit employeur ou syndicat, il y a peut-être des points qui devraient être éclaircis. Et justement, alors votre réalité, votre quotidien par rapport aux enseignants, vous auriez besoin aussi qu'ils s'impliquent un peu plus en dehors des heures de cours? Mais je pense que ça ne peut être que tout bénéfice pour les enfants. C'est pas ça. Maintenant, on a quand même aussi les réseaux qui font qu'il y a communication même quand ils sont chez eux. Mais je pense que des réunions de partage avec les gens, c'est vraiment important et ça devrait être institutionnalisé. Eh bien, on ne va pas révolutionner évidemment malheureusement tout l'enseignement ici ce soir, mais voilà les quelques points sur lesquels on voulait insister, ce qui ressort du rapport, l'adresse internet où on peut voir le rapport en entier, hein, pour tous ceux que cela intéresse, que ce soit des enseignants, des parents, des élèves, qui sait. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On va poursuivre, hein, avec un point sur notre système de soins de santé et j'accueille Karine Rondia du Centre fédéral d'expertise des soins de santé. Bonsoir Karine Rondia, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Alors voilà, je l'ai dit, vous êtes du côté du KCE. Alors ça c'est le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, et avec l'INAMI et également avec l'Institut scientifique de santé publique, vous avez fait ce check-up du système des soins de santé. C'est pas la première fois. Hein. Non, c'est un exercice que nous faisons à peu près tous les 3 ans, et donc de se préoccuper de la santé de notre système de santé. Alors un système de santé, c'est très grand, évidemment on pense tout de suite aux soins, mais il y a aussi tout ce qui est la médecine préventive, la promotion de la santé, puis il y a les soins de fin de vie, il y a les soins de santé mentale, tout ça ce sont donc différentes pièces du système de santé. Toutes chapeautées, effectivement. Et alors mesurer la santé de tout ça, ça se fait à travers aussi différents paramètres. Il y a évidemment la qualité des soins, c'est ce à quoi on pense en premier, mais il y a aussi leur accessibilité. Est-ce que tout le monde a droit à ces soins? Il y a la soutenabilité, est-ce qu'ils vont pouvoir durer longtemps, etc., etc. Voilà, toutes ces questions auxquelles donc vous essayez de répondre. C'est un travail qui se mène au niveau européen pour permettre des comparaisons entre les pays. Alors, on va voir un petit peu les points faibles, les points forts de notre système. Peut-être on va commencer par les points forts. C'est vrai que les Belges sont plutôt en bonne santé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ils se sentent, en tout cas. Ils s'estiment en bonne santé. 78% des Belges estiment ils se perçoivent en bonne santé, et en plus, ils sont contents de leur contact avec les soins de santé, en particulier les soins de santé ambulatoires, c'est-à-dire les médecins, les consultations, etc. Ils sont contents de ça, effectivement. Dites-moi. Un autre très bon point, c'est que nos soins de santé sont très accessible. Vous savez, on a souvent l'habitude de dire que nous avons les meilleurs soins de santé au monde. C'est un aspect. On a une très bonne sécurité sociale. Ça veut dire que quasiment tout le monde a accès aux soins, et ça, c'est quelque chose qui est aussi très, très important. Alors, peut-être une petite nuance à apporter au niveau des remboursements par rapport aux autres pays européens? Oui, disons que la partie qui est prise en charge, j'ai toujours besoin de mes lunettes, j'ai toujours vérifié mes chiffres parce que j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, mais voilà, il y a un montant qui reste à charge des patients qui est de 18% des dépenses de santé. C'est un peu supérieur à la moyenne européenne. À la moyenne européenne. Oui. Voilà, il faut quand même le préciser, effectivement, quand on parle d'accessibilité. Alors, qualité des soins, vous l'avez dit, plutôt bonne aussi. En tout cas, les patients le perçoivent comme ça. Dans la bonne moyenne européenne. Mais on prescrit, les médecins prescrivent trop d'antibiotiques. Ça, c'est quelque chose qui ressort. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Oui, tout à fait. Donc, la qualité des soins, ça, c'est difficile de mesurer la qualité, mais disons qu'on a identifié une série d'indicateurs, et donc, par exemple, on survivra longtemps après un cancer ou après un infarctus. Ça, ce sont des chiffres qui s'améliorent. Mais comme vous dites, il y a aussi des points un petit peu moins glorieux, et notamment, effectivement, la prescription d'antibiotiques, elle est toujours trop élevée. La prescription des examens de radiologie aussi. On fait trop souvent des radios, ça coûte cher, mais c'est pas ça le plus ennuyeux. Le plus ennuyeux, c'est que les radiologies, c'est des radiations, c'est des rayons X, donc c'est irradier les gens inutilement. Voilà, c'est ce genre de choses-là qui fait que
on peut dire qu'on n'a pas une qualité tout à fait optimale des soins. Alors, un point aussi qui ressort également de ce rapport, et le soir on faisait ça hier, c'est la pénurie des médecins généralistes, c'est-à-dire que voilà, on peut penser s'orienter vers une pénurie. Comment on explique ça, Karine Rondia? Comment on l'explique? Ce n'est pas à moi de vous le dire. Disons qu'il y a tout un historique là derrière. Mais ce que nous avons fait, donc nous avons pris les chiffres. Ce rapport est une mosaïque de chiffres. Et nous voyons que par rapport aux quotas qui ont été établis par la commission de planification, il faudrait que nous arrivions idéalement à un pourcentage de 40% de médecins généralistes pour 60% de médecins spécialistes. Or, au dernier relevé que nous avons fait, ces chiffres-là, les derniers datent de 2013. Oui, c'est ça, on est sur la période 2008-2013. Voilà, on est à 28%, donc disons on est à 30%, 70% au lieu de 40%, 60%. Donc c'est embêtant, d'autant plus que les médecins généralistes vieillissent, il faudra les renouveler, ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. Et donc effectivement, de ce côté-là, il y a une petite inquiétude, étant donné aussi que la population est de plus en plus âgée, et donc on aura de plus en plus besoin de soins de proximité, puisque les gens préfèrent rester chez eux, et donc on a quand même une augmentation des maladies chroniques chez les personnes âgées, donc il va vraiment y avoir besoin. Un petit signal d'alarme là qui est allumé. En psychiatrie également, on l'a dit, les soins psychiatriques sont repris effectivement dans ces soins de santé, le système des soins de santé. Et là, effectivement, on voit un taux de suicide important, beaucoup d'antidépresseurs aussi prescrits par les médecins. Oui. Ça reste également un point noir, ça dans... Oui, la prescription d'antidépresseurs, effectivement, on peut se dire que c'est pas idéal. On a aussi une fort longue liste d'attente, des temps d'attente importants quand on demande à rencontrer un psychologue ou psychiatre. Oui, c'est ça, on parlait de 4 semaines. Voilà, oui, et même souvent plus. Oui. Donc ça, c'est embêtant, mais c'est à mettre en parallèle aussi avec le fait que il y a cette situation un peu de crise et les gens, c'est un secret pour personne, on voit quand même une augmentation des demandes en soins de santé mentale. Et donc là, il faudrait un petit peu pouvoir réajuster l'offre de soins, oui. On parlait aussi des délais pour les soins psychiatriques. Les délais pour aller voir un spécialiste aussi restent parfois assez élevés. Alors ce rapport, maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir? Vous l'envoyez aux politiques, c'est ça? Oui. Donc, ce qu'on précise, c'est que vous l'avez donc réalisé avec l'INAMI, l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité. Donc, l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité et l'Institut Scientifique de Santé Publique, super. Et donc, ce rapport, vous l'envoyez maintenant aux politiques. C'est à eux de prendre les décisions. C'est à eux. Donc, ce rapport, c'est un peu pour leur dire, voilà la photographie instantanée de l'état du système de santé maintenant. À vous maintenant de décider où vous mettez vos priorités, vers quoi est-ce qu'on va faire des efforts. Voilà, c'est un outil très important pour définir la politique de santé des années à venir et aussi pour pouvoir se positionner par rapport aux autres pays européens, voir si on est bon, moins bon, etc. Très bien. Merci d'être venu détailler cette analyse, ce rapport avec nous. Cinéma, à présent, ou plutôt tournage à Bruxelles. Bruxelles qui devient de plus en plus souvent le décor de films. C'est le cas de Danish Girl et on va en parler avec le Brussels Film Office. Avant cela, extrait. You will not tell anyone about this. Hello there. We're going to call you Lily. I want to sketch you. Lily. We should go out tonight. Give them something different. Lily, you're exquisite. You're different from most girls. I feel I'd need to ask your permission before I kissed you. Exactly what happened last night? There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just Lily. But Lily doesn't exist. We were playing a game. Something changed. He's lost his way. He needs a friend. Let me help. I think Lily's thoughts. I dream her dreams. She was always there. I need my husband. I need to hold my husband. Are you all right? The fact is, I believe that I'm a woman. And I believe it too.
Bande-annonce de Danish Girl, tournée en partie à Bruxelles et qui sortira le 20 janvier prochain. Patrick Bunting, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de Visit Brussels qui chapeaute le Brussels Film Office. On en parle de plus en plus. C'est vrai qu'il y a de nombreux tournages qui se passent à Bruxelles. C'est le cas de Danish Girl. Bruxelles qu'on ne reconnaît pas toujours, mais qui attire effectivement beaucoup de monde. 331 tournages en 2015. C'est vrai que ça paraît énorme en fait. Oui, c'est des bons résultats. On fait beaucoup de promotions aussi. Puis Bruxelles est de plus en plus attirante pour les tournages. Donc c'est clair que les producteurs viennent de plus en plus nous demander. C'est pour ça aussi que les autorités ont décidé de mettre en place ce bureau de facilitation finalement pour aider les tournages et les promouvoir à l'international. Voilà, donc pour pouvoir vraiment gérer tous ces tournages de A à Z, avoir un interlocuteur unique ici à Bruxelles. Je le disais, 331 tournages. Alors j'ai noté ici le détail. Il n'y a pas que de longs métrages évidemment. 37 longs métrages, 25 courts, des spots publicitaires, 75 aussi, et 108 émissions de télévision. Donc ça part vraiment dans tous les sens. Oui, ça part dans tous les sens. Donc c'est vraiment la volonté aussi, c'est derrière ces tournages, c'est beaucoup d'emplois pour des Bruxellois, parce que le monde audiovisuel à Bruxelles, c'est plus de 8000 emplois. Et c'est surtout des techniciens de grande qualité. Donc beaucoup de sociétés viennent tourner à Bruxelles parce qu'on a de la main-d'œuvre de qualité. Et donc nous, on les aide aussi à être mis en contact avec ces Donc ça vous permet aussi de vendre, entre guillemets, Bruxelles par la qualité ici de nos équipes techniques ? Par la qualité de notre équipe technique et aussi un film tourné à Bruxelles, c'est des millions de téléspectateurs qui vont voir ce film et donc qui vont se dire tiens, j'ai envie d'aller voir cette destination et donc envie de découvrir Bruxelles. C'est pour ça aussi que c'est rattaché à Visite Bruxelles. Bien sûr. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu ce qui attire. Bon, c'est vrai qu'il y a le tax shelter. Donc ça, effectivement, c'est incitant fiscal pour les entreprises qui investissent dans l'audiovisuel. Vous sentez vraiment que c'est ça aussi qui intéresse évidemment ceux qui tournent ici ? C'est clair, pour les producteurs, le tax shelter, tourner en Belgique, c'est intéressant. Puis on a un fonds d'aide bruxellois aussi, qui a été renforcé dernièrement aussi par le gouvernement de la région. On a également de plus en plus la collaboration des 19 communes et la facilitation qu'on a avec la police pour avoir les permis. On a également une offre hôtelière et de restauration qui permet d'accueillir aussi des très grands tournages. Certains tournages, c'est 200, 300, 400 personnes qui sont là en permanence pour toute la durée du tournage. Donc on a aussi des capacités d'accueil pour cela. Voilà, donc on leur facilite aussi peut-être un petit peu les choses. Alors qu'est-ce qui attire au niveau des décors et quelles sont peut-être les communes qui sont les plus prisées Alors on voit, c'est la ville de Bruxelles, Ixelles, Saint-Gilles, Schaerbeek, alors pour des raisons différentes. Surtout le centre-ville aussi par rapport à certains décors qu'on peut parfois comparer à Paris, dans certains lieux. On a aussi le boulevard Roi-Albert II qui est très connu par rapport à ces grands buildings. Oui. Donc aussi les parcs, parce que Bruxelles est une ville verte, donc on tourne souvent dans le parc de Bruxelles. Et puis tout ce qui est décor Art Nouveau, Art déco, notamment à Saint-Gilles, où là on a de plus en plus de demandes par rapport à ce type de décor-là, notamment ici pour Oui, Danish Girl. Danish Girl, c'est ça effectivement qui les a sans doute intéressés. Pour donner quelques autres exemples, on a également la Tour 2, Contrôle infernal avec Eric et Ramsey qui a été tournée l'année passée, Éternité, Un petit boulot, Les Visiteurs 3, on avait fait même un reportage avec c'était cet acteur qui joue, maintenant son nom m'échappe, c'est pas grave, Christian Clavier, voilà, qui était venu ici à Bruxelles. Et puis il y a des projets déjà pour 2016. Est-ce qu'on peut déjà dévoiler quelques tournages qui vont se passer cette année ? Ah oui, on sait déjà qu'il y a un conte indien avec Benoît Poulvord et Alexandra Lamy qui va venir tourner à Bruxelles. On a le dernier Danny Boone qui va arriver en mars et qui va être tourné à Bruxelles. Donc oui, on a déjà quelques beaux programmes. On ne peut pas tous les dévoiler, malheureusement. Oui. On est sur certains tenus au niveau de la confidentialité. Mais on a quelques beaux tournages qui vont venir à Bruxelles en 2016. Voilà, donc tous les fans peuvent déjà se préparer, essayer de repérer. On ne va pas dire évidemment où ça va se passer, en tout cas pas tout de suite, quand on aura peut-être l'info. Sinon, ce sont beaucoup de Français, on remarque, pas seulement. D'autres voisins, les Pays-Bas, l'Angleterre aussi qui sont attirés par Bruxelles. Oui, surtout les pays limitrophes, parce que c'est facile d'accès. Bruxelles reste quand même très centrale en Europe, donc facile d'accès pour tous ces producteurs. Et donc ils ont aussi l'habitude de travailler avec nous, de travailler avec nos services, de travailler avec nos équipes de techniciens. Et donc c'est pour ça que c'est toujours les mêmes pays qui reviennent et qui sont sensibles par rapport à l'offre bruxelloise. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Patrick Bunting d'être venu nous parler de ce succès de Bruxelles. On s'en réjouit évidemment pour nous ici Télé Bruxelles que ça se passe comme ça. C'est ici que nous allons refermer cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fixe rendez-vous bien sûr demain.